À 87 ans, Enrico Macias se tient comme une silhouette familière figée entre la lumière des projecteurs et les ombres du temps. Sa voix qui a bercé plusieurs générations avec ses mélodies au parfum d'Orient et de Méditerranée résonne encore dans la mémoire collective. Pourtant, derrière les applaudissements et les refrains populaires, l'homme a traîné derrière lui des blessures invisibles, des cicatrices nées de rencontres trop brusques, de collaborations impossibles et de rivalités qui ont marqué sa carrière comme des fissures sur une statue éclatante. Né Gaston Grenacia à Constantine, il avait apporté à la France une chanson aux accents d'exil, une voix de diaspora qui parlait d'amour, de nostalgie et d'identité. Mais plus sa renommée s'étendait, plus les regards devenaient tranchants, et les amitiés fragiles se transformaient parfois en affrontements silencieux. Derrière les sourires médiatiques des mots acerbes, s'échangèrent des portes, se fermaient, des regards évitèrent de se croiser dans les coulisses. Dans ce récit, nous allons lever le voile sur 5 noms. 5 artistes que Macias, malgré son sourire chaleureux et sa réputation de chanteur de la paix, ne pouvait pas voir en peinture. Certains appartenaient à son époque dorée, partageant avec lui les mêmes scènes parisiennes des années 60 et 70. D'autres étaient de véritables monuments de la chanson française dont les visions du monde s'opposaient frontalement à la sienne. Il ne s'agit pas de juger mais de comprendre, car derrière chaque rivalité, il y a une époque, une idée, une blessure. Ces inimitiés disent quelque chose non seulement de l'homme, mais aussi de la France qu'il représentait. Enrico Macias. Le troubadour méditerranéen portait en lui des contradictions qui reflétaient celles d'une société en pleine mutation. Alors qui sont ces 5 figures que l'artiste ne pouvait supporter? Quel visage se cache derrière le rideau de velours? Quels noms résonnent comme des dissonances dans son grand répertoire? Ce voyage à travers les rancunes et les désaccords promet de révéler un Macias plus humain, plus vulnérable et peut-être plus vrai que jamais. Numéro 5, Michel Sardou. Dans le paysage de la chanson française, 2 univers semblaient ensemble s'opposer comme 2 continents séparés par une mer houleuse. D'un côté, Michel Sardou, fils d'artiste, héritier d'une tradition parisienne, marquée par la franchise, le réalisme parfois brutal et un attachement viscéral à la France tel qu'il l'imaginait. De l'autre, Enrico Macias, chanteur de l'exil, porteur d'une mémoire méditerranéenne dont la voix invitait au voyage, à la fraternité et au mélange des cultures. Leurs carrières se sont déployées presque en parallèle dans ces années de bouleversement où la chanson hexagonale servait de miroir au débat de société. Sardou incarnait une certaine intransigeance, n'hésitant pas à provoquer avec des textes tranchants, quitte à diviser son public. Macias lui cherchait à rassembler, offrant une chanson lumineuse imprégnée de nostalgie et d'un message de paix universel. Lorsque leurs chemins se croisèrent sur des plateaux de télévision ou dans les coulisses de grands concerts, la distance se fit sentir. Pas d'explosion, pas de querelle publique, mais un silence pesant, comme si chacun sentait instinctivement que l'autre appartenait à une constellation différente. Sardou s'adressait à un public attaché aux valeurs nationales parfois crispées face à l'idée d'ouverture. Macias, au contraire, trouvait son élan dans l'expérience de l'exil, dans le rêve d'une société réconciliée avec ses diversités. Les journalistes ne manquaient pas de souligner ce contraste. Là où Sardou apparaissait comme une voix de l'autorité de la verticalité, Macias incarnait la fluidité et la mémoire partagée. Dans un même studio, leurs regards pouvaient se croiser sans qu'un véritable dialogue ne s'installe. Leurs chansons elles-mêmes semblaient dialoguer à distance, les lacs du Connemara, épopée fière et solennelle face aux ballades solaires et émouvantes de Macias comme Enfant of Macias enfant de tout pays. Tout semblait les opposer style ton univers jusqu'à la manière de tenir une scène. Sardou avançait comme un tribun sûr de ses mots. Macias chantait comme un conteur, ouvrant les bras vers son public comme on invite une famille
à partager un repas. Deux visions du métier, deux héritages culturels, deux figures qui ne pouvaient se confondre. Ce qui transforma cette simple distance en véritable fracture, ce furent les paroles. Michel Sardou, fidèle à son image d'homme sans filtre, multipliait les chansons et déclarations qui suscitaient la controverse. Certaines de ses prises de position, notamment sur l'immigration ou l'identité nationale, étaient perçues comme des provocations par une partie du public. Pour Enrico Macias, qui portait en lui l'histoire de l'exil et de l'arrachement, ces mots avaient une résonance douloureuse. La chanson de Macias parlait d'universalité de peuples qui se rencontrent, de ponts construits entre les rives. Sardou lui revendiquait un ancrage plus exclusif, plus rude comme une forteresse que l'on défend bec et ongles. Entre ces deux visions, aucune passerelle n'était possible. Dans les débats de société qui agitaient la France des années 70 et 80, l'un apparaissait comme l'ambassadeur d'une ouverture, l'autre comme le gardien d'un héritage menacé. Des rumeurs circulaient dans les coulisses alimentées par des journalistes friands de contrastes. On disait que Sardou méprisait la dimension messianique de Macias, ce rôle de porte-voix d'une diaspora. On murmurait aussi que Macias blessé voyait en Sardou l'incarnation d'un rejet implicite de sa propre histoire. Les deux hommes n'ont jamais échangé d'attaque frontale, mais le silence entre eux résonnait plus fort qu'une dispute. Le public lui percevait cette opposition à travers leur répertoire. Chacun chantait sa vérité, mais ces vérités s'excluaient mutuellement. Quand Sardou clamait « être une femme », avec une ironie teintée de provocation, Macias chantait « un berger vient de tomber », porteur d'une tristesse universelle. Leurs chansons semblaient dialoguer malgré eux comme deux miroirs braqués l'un contre l'autre, incapables de se rejoindre. Ainsi, deux monuments de la chanson française se tenaient dos à dos, prisonniers de leurs convictions et de leurs blessures. L'un voyait dans l'autre un rêveur irréaliste, l'autre voyait en face un mur infranchissable. Et la froideur entre eux resta intacte jusqu'à la fin de leur trajectoire croisée. Numéro 4. Jean Ferrat. Dans la grande fresque de la chanson française. Jean Ferrat occupait une place singulière, celle du poète engagé héritier d'Aragon et d'une tradition littéraire où la musique devenait un outil de combat social. Sa voix grave, empreinte de mélancolie, portait des textes qui parlaient d'ouvriers de justice et d'idéaux politiques. En face de lui, Enrico Macias incarnait un tout autre univers, celui de l'exil, de la nostalgie et du dialogue entre les cultures. Deux trajectoires parallèles mais tracées sur des routes qui semblaient destinées à ne jamais se croiser. Pourtant, leur début s'était déroulé presque à la même époque. Dans les années 60, tous deux fréquentaient les plateaux de télévision et les festivals qui constituaient la vitrine de la chanson française. On les voyait dans les mêmes loges entourés de journalistes, d'attachés de presse et de musiciens. Mais là où Ferrat parlait d'un monde à transformer par la lutte et la poésie, Macias portait la mémoire d'un peuple déraciné, cherchant à guérir ses blessures par la musique et la fraternité. Le contraste était saisissant. Ferrat, solitaire presque farouche, refusait souvent les mondanités, préférant la retraite dans son Ardèche natale. Macias, au contraire, était partout sur scène, à la télévision, invité par les dirigeants politiques, représentant officieux d'une France ouverte sur la Méditerranée. Si Ferrat fuyait les feux de la rampe, Macias les embrassait comme une nécessité pour transmettre son message. Dans la perception du public, ces deux figures représentaient deux pôles d'une même époque. L'un, Ferrat, incarnait une chanson exigeante nourrie de poésie et de convictions idéologiques. L'autre, Macias, proposait une chanson plus accessible teintée de soleil et d'émotions universelles. Entre eux, la reconnaissance mutuelle resta distante, comme si chacun voyait dans l'autre une manière différente, voire contradictoire, de concevoir le rôle de l'artiste. Ce décalage initial discret mais perceptible allait devenir le terreau d'une incompréhension plus profonde, annonciatrice d'un froid durable entre ces deux monuments de la chanson. Le fossé entre Enrico Macias et Jean Ferrat ne relevait pas d'une querelle personnelle, mais d'un désaccord profond sur la manière d'habiter la scène et de prendre la parole. Ferrat, fidèle à son engagement, s'exprimait avec la rigueur d'un militant. Ses chansons comme Nuit et brouillard ou La montagne
portaient la mémoire de drames historiques et affirmaient une vision politique claire, ancrée à gauche. Pour lui, l'artiste devait être un témoin, un porte-voix des luttes sociales, quitte à rester dans l'ombre médiatique. Enrico Macias, au contraire, avait accepté la proximité avec le pouvoir. Invité à l'Élysée, ami de plusieurs dirigeants, il voyait dans cette reconnaissance institutionnelle une manière de légitimer son message de paix. Mais aux yeux de Ferrat, cela ressemblait à une compromission. Comment chanter l'exil, l'injustice et la douleur des peuples, tout en serrant la main de ceux qui gouvernaient et parfois perpétuaient ces inégalités. Ce reproche jamais formulé directement planait comme un nuage entre eux. Dans les coulisses, Ferrat gardait ses distances, refusant les grandes messes médiatiques où Macias excellait. Et Macias, conscient de cette froideur, poursuivait sa route, mais avec le sentiment d'être jugé par ce confrère au regard sévère. La fracture devint visible pour le public lorsque Ferrat déclara dans une interview qu'il ne croyait pas aux artistes qui se faisaient les compagnons de route du pouvoir. Sans citer de nom, beaucoup y virent une allusion à Macias. Dès lors, la possibilité d'un rapprochement s'éteignit. Deux visions irréconciliables, l'une poétique et intransigeante, l'autre diplomatique, et tournée vers la réconciliation. Ainsi, entre le poète des montagnes et le troubadour méditerranéen, le silence s'installa lourd et définitif. Deux voix majeures de la chanson française, mais séparées par un mur idéologique infranchissable. Numéro 3, Dalida Dalida et Enrico Macias avaient à première vue tout pour se comprendre. Tous deux venaient d'ailleurs porteurs d'un héritage culturel marqué par la Méditerranée. Elle naît au Caire dans une famille d'origine italienne devenue icône internationale de la chanson française. Lui né à Constantine, portant l'âme d'un peuple en exil, offrant à la France des mélodies baignées de soleil et de nostalgie. Cette proximité d'origine aurait pu les rapprocher comme deux enfants d'une même mère. Leurs chemins se croisèrent très tôt dans les années 60 à Paris, capitale vibrante, où les cabarets, les studios de télévision et les salles de spectacle façonnaient des carrières fulgurantes. Dalida régnait déjà sur la scène avec ses robes étincelantes et sa voix envoûtante. Macias lui arrivait avec l'élan d'un jeune exilé porté par l'émotion de ses premières chansons. Leur trajectoire semblait presque parallèle, deux destins hors du commun, deux voix singulières prêtes à conquérir le monde. Dans les coulisses, ils se retrouvaient parfois assis côte à côte, entourés de journalistes et de producteurs. Dalida, avec son aura magnétique, attirait tous les regards. Macias, avec sa chaleur et son sourire, captivait par son authenticité. Les photographes adoraient immortaliser ces moments où deux légendes méditerranéennes partageaient un espace. Pour le public, cette image avait quelque chose d'évident. Deux artistes nés sous le même soleil, liés par une destinée commune dans la chanson française. Et pourtant, derrière les sourires affichés, une distance subtile se dessinait. Dalida, perfectionniste, exigeait le contrôle absolu de son image et de sa carrière. Macias, plus spontané, avançait avec le cœur parfois au risque de bousculer les codes. Ce décalage discret au départ allait devenir une fracture au fil du temps, révélant deux manières opposées de concevoir l'art et la célébrité. Si l'histoire avait commencé comme une rencontre prometteuse entre deux enfants de la Méditerranée, elle prit bientôt la tournure d'une rivalité silencieuse. Dalida, étoile absolue de la scène française, supportait mal que d'autres voix venues d'ailleurs captent soudain l'attention médiatique. Or, Enrico Macias, avec ses mélodies lumineuses et son charisme désarmant, s'imposa rapidement comme une figure incontournable des plateaux télévisés. Les rumeurs amplifiées par la presse des années 70 évoquaient des jalousies d'affiches. On racontait que Dalida n'appréciait guère de partager la une avec un chanteur qu'elle jugeait parfois trop favorisé par la presse, trop propulsé par une aura politique et symbolique. Elle qui avait bâti sa carrière sur la rigueur et le travail acharné, voyait dans le parcours fulgurant de Macias une menace à son statut de reine incontestée. De son côté, Macias se sentait incompris. Lui qui voyait en Dalida une sœur d'exil, une complice potentielle, découvrit dans ses silences une froideur inattendue. Les sourires lors des galas ou des émissions
n'était plus qu'un vernis masquant un éloignement croissant. Les producteurs eux-mêmes évitaient parfois de les programmer ensemble, conscients de la tension subtile mais palpable qui flottait entre eux. Leurs univers artistiques en apparence si proches accentuaient paradoxalement leur distance. Dalida cultivait la perfection visuelle et sonore, chaque performance étant chorégraphiée comme une cérémonie. Mathias privilégiait la spontanéité, la chaleur humaine, quitte à laisser place à l'imprévu. Deux méthodes inconciliables, deux façons d'habiter la scène qui rendaient toute complicité fragile. Ainsi, ce qui aurait pu être une fraternité née des rives ensoleillées devint une froide cohabitation dans le monde du spectacle. Dalida et Mathias restèrent deux astres lumineux, mais séparés par une orbite invisible, condamnés à briller chacun de leur côté sans jamais fusionner leurs éclats. Numéro 2. Georges Moustaki. Georges Moustaki et Enrico Macias semblaient au départ faits pour s'entendre. Tous deux portaient en eux une histoire de migration, une identité façonnée par les voyages et les exils. Moustaki, né à Alexandrie dans une famille juive grecque, avait trouvé refuge à Paris, où il était devenu le poète barbu, auteur de chansons libertaires et douces, comme Le Métèque. Macias, né à Constantine, avait connu l'arrachement douloureux de l'Algérie française, et sa musique respirait le souvenir de cette perte autant que l'espérance d'un avenir fraternel. Leur rencontre dans les années 60 avait tout d'une évidence. On les voyait fréquenter les mêmes cafés de Saint-Germain-des-Prés, les mêmes studios où se retrouvaient Brassens-Barbara ou Aznavour. Tous deux étaient considérés comme des voix venues d'ailleurs, enrichissant la chanson française d'un parfum cosmopolite. Leur complicité transparaissait parfois lors d'émissions communes, chacun reconnaissant en l'autre un frère de destin. Pourtant, derrière ces affinités, des différences commençaient déjà à poindre. Moustaki cultivait une aura bohème, détachée presque anarchiste dans son rapport à la célébrité. Il vivait comme un vagabond poétique, préférant la guitare et la simplicité aux grandes lumières. Macias, de son côté, assumait pleinement la dimension publique de son rôle, apparaissant dans les réceptions officielles, acceptant de devenir le symbole d'une mémoire collective. Cette divergence de posture encore légère dessinait déjà les contours d'un futur éloignement. L'un voyait l'art comme un espace d'indépendance absolue, loin de toute récupération. L'autre le concevait comme un outil de reconnaissance, une manière de donner une voix aux siens en s'exposant au grand jour. Deux sensibilités qui, au fil du temps, allaient se heurter, transformant une fraternité de départ en incompréhension croissante. Ce qui sépara Enrico Macias et Georges Moustaki, ce ne fut pas une querelle bruyante, mais un lent glissement, une divergence idéologique qui finit par les opposer. Moustaki incarnait l'esprit libertaire chantant la liberté absolue, la marginalité assumée, refusant toute compromission. Son hymne, le Métèque, devenait un étendard pour ceux qui rejetaient les frontières et l'ordre établi. Enrico, lui, s'était laissé approcher des cercles officiels, devenant presque malgré lui le symbole d'une communauté reconnue par les institutions. Aux yeux de Moustaki, cette proximité avec le pouvoir était une trahison de l'idéal bohème qu'il semblait partager à leur début. Il voyait en Macias un artiste qui, sous couvert de chanter l'exil et la fraternité, acceptait d'endosser un rôle diplomatique. Pour Macias, au contraire, cette visibilité n'était pas un reniement, mais une nécessité. Comment parler au monde entier si l'on restait enfermé dans l'ombre des cafés-concerts? Leurs chemins se croisèrent encore à plusieurs reprises, mais avec une froideur nouvelle. Moustaki, d'un regard ironique, semblait rappeler à Macias qu'il s'était éloigné de la pureté initiale. Macias, de son côté, se sentait incompris, persuadé que son engagement sincère était mal jugé. Les conversations s'éteignirent, remplacées par un silence qui pesait plus lourd que les mots. Pour le public, cette distance passa inaperçue, chacun continuait son chemin. Moustaki, dans ses ballades libertaires, Macias, dans ses hymnes de fraternité. Mais dans l'intimité du milieu artistique, on savait que la complicité des débuts avait tourné à la désillusion. Deux frères d'exil devenus étrangers l'un à l'autre.
et entre eux, il ne resta plus qu'un froid immuable comme une cicatrice jamais refermée. Numéro 1. Charles Aznavour. Dans le ciel de la chanson française, rares sont les étoiles qui brillèrent avec autant d'éclat que Charles Aznavour. Figure planétaire comparée à Frank Sinatra pour son charisme et la longévité de sa carrière, il incarnait l'exigence, la persévérance et une vision artistique sans concession. Face à lui, Enrico Macias, l'enfant de Constantine, devenu troubadour de la Méditerranée, portait une voix singulière, lumineuse, et un parcours marqué par l'exil. Deux univers qui semblaient complémentaires, mais qui allaient peu à peu révéler des fractures profondes. Leurs chemins se croisèrent dans les années 60, au moment où Aznavour, après des débuts difficiles, avait conquis le monde entier avec des titres comme La Bohème ou Hier encore. Macias, plus jeune, arrivait sur le devant de la scène avec l'énergie de celui qui voulait raconter sa propre histoire et offrir une mémoire à son peuple déraciné. Leur rencontre était celle de deux destins extraordinaires, deux voix issues de terres différentes, mais réunies dans la grande aventure de la chanson française. Dans les premiers temps, il y eut du respect. Aznavour, conscient de la puissance émotionnelle des chansons de Macias, reconnaissait son talent et son originalité. Macias, admiratif de la stature d'Aznavour, voyait en lui un modèle, une figure tutélaire qui avait ouvert les portes de la reconnaissance internationale aux chanteurs venus d'ailleurs. On les retrouvait parfois dans les mêmes galas sur les mêmes plateaux, entourés des mêmes producteurs. Pour le public, cette proximité avait quelque chose d'évident, deux monuments, deux ambassadeurs, chacun à sa manière de la chanson française au-delà des frontières. Mais derrière les regards et les accolades publiques, un léger malaise s'installait déjà. Aznavour, perfectionniste, exigeait une discipline de fer et un contrôle absolu de son image. Macias, plus spontané, avançait porté par l'émotion et la sincérité, quitte à s'exposer à des maladresses. Cette différence de rapport au métier allait devenir peu à peu un fossé entre eux, transformant l'admiration initiale en méfiance silencieuse. Avec le temps, ce qui n'était qu'une différence de tempérament se transforma en véritable tension. Charles Aznavour, obsédé par le travail bien fait, voyait dans l'attitude plus intuitive d'Enrico Macias une forme de légèreté. Pour lui, l'art exigeait une rigueur implacable, chaque mot pesé, chaque geste contrôlé. Macias, de son côté, croyait à la force de l'instant, à la sincérité brute qui bouleverse un public sans préparation millimétrée. Deux visions irréconciliables du même métier. Les rumeurs rapportaient qu'Aznavour jugeait Macias trop proche du monde politique, utilisant ses relations pour se maintenir sous les projecteurs. Aznavour, qui avait toujours revendiqué son indépendance farouche, ne pouvait tolérer cette proximité qu'il interprétait comme une compromission. Macias lui voyait dans ce reproche une injustice. N'avait-il pas simplement accepté le rôle qu'on lui imposait, celui d'ambassadeur d'une mémoire et d'un peuple en quête de reconnaissance? À mesure que leurs carrières avançaient, les signes de ce désaccord devinrent de plus en plus visibles. Les invitations communes se firent rares, les regards échangés se firent plus froids. Dans les coulisses, chacun évitait l'autre avec une politesse distante, comme deux souverains contraints de partager un même royaume sans jamais s'adresser la parole. Pour le public, ces tensions restaient invisibles. Aznavour continuait à triompher sur toutes les scènes du monde, tandis que Macias restait l'interprète fidèle de la Méditerranée, adulé par des générations entières. Mais dans l'intimité du milieu artistique, on savait que la fracture était réelle. Deux monuments, deux légendes, mais séparés par une frontière invisible. Et cette frontière ne fut jamais franchie. Entre le maître exigeant et le troubadour solaire, il resta toujours ce mur de méfiance, aussi solide qu'une forteresse, aussi froid qu'un silence qui ne s'achève jamais. À 87 ans, Enrico Macias demeure une figure paradoxale, adulé par des millions de spectateurs célébrés pour ses hymnes à la paix et à la fraternité, mais marqué aussi par des rivalités qui jalonnèrent son parcours. Derrière son sourire généreux et ses chansons baignées de lumière, il y eut ses ombres. Ses blessures silencieuses laissées par des rencontres impossibles. Sardou Ferrat, Dalida Moustaki, Aznavour, 5 noms
qui rappelle que la gloire n'efface pas les divergences et que la musique parfois devient le théâtre de luttes invisibles. Aujourd'hui, lorsque l'on écoute à nouveau ces chansons, on perçoit mieux la complexité de l'homme. Ces paroles résonnent comme un appel à la fraternité, mais elles portent aussi en filigrane la douleur des incompréhensions. Ces désaccords avec d'autres artistes ne diminuent en rien sa légende. Au contraire, ils la rendent plus humaine, plus incarnée. Car un artiste sans conflit est un artiste sans relief, et Macias, en traversant ces tempêtes, a gravé sa voix encore plus profondément dans la mémoire collective. Son héritage désormais dépasse ces querelles. Enrico Macias reste ce troubadour de la Méditerranée qui a su donner une place à l'exil dans la chanson française. Ses inimitiés, aussi célèbres soient-elles, ne sont que des éclats de miroir dans une carrière où l'essentiel demeure la capacité à émouvoir, à rassembler et à chanter l'universel. Voilà le véritable legs d'un artiste qui, malgré les fractures, a su transformer sa vie en mélodie.